On peut donc bien comprendre comment, à la fin de la Première Guerre mondiale, cet orgueil allemand, qui avait été vraiment, naturellement, avait passé une période très difficile, euh, essaie de relancer l'ancienne idée de la péculiarité de l'Allemagne, c'est-à-dire d'une singularité de la tradition allemande ne se mêle pas avec les autres traditions européennes et surtout avec la tradition française. Et c'est pour ça c'est important l'année 1919, lorsqu'on voit deux témoignages que je trouve importants. D'un côté, le vieux professeur de droit allemand qui avait marqué avec ses œuvres la deuxième moitié du 19e siècle en entier, qui avait influencé la rédaction du Code civil allemand et qui était vraiment l'un des personnalités les plus influentes, pas seulement de l'histoire du droit, mais de la théorie générale du droit en général. Je veux dire naturellement Otto von Guericke, le vieux Otto von Guericke, qui était né en 1841 et donc avait 78 ans en 1919, donne son dernier discours à la fin de la guerre. Et dans son discours, il relance une idée de l'État allemand qu'il faut reconstruire à ce moment-là, après la chute du Deuxième Reich, il faut le reconstruire sur les bases qui étaient les bases péculières de l'État allemand. Donc un État qui ne se fonde pas sur une construction abstraite, sur des normes juridiques imposées, mais se fonde plutôt sur un esprit national, sur un esprit qui continue de présenter l'État comme l'ensemble de différentes communautés et comme une communauté lui-même plutôt que comme une abstraction juridique. Dans la même année, un autre historien, qui n'est pas vraiment un historien du droit, est un historien tout court, qui s'appelle Fritz Kern, publie un important article dans la Historische Zeitschrift qui s'appelle Recht und Verfassung im Mittelalter, le droit et la constitution au Moyen Âge. Et dans cet article, il propose de regarder à la politique du Moyen Âge d'une façon, je dirais, typiquement allemande, qui est une façon de regarder au droit fondatrice d'une courante qui va continuer très longtemps et qui s'appellera et prendra le nom de Verfassungsgeschichte, c'est-à-dire histoire constitutionnelle. Mais qu'est-ce que c'est cette Verfassung? Qu'est-ce que c'est cette constitution pour Kern en 1919? Ce n'est pas, il dit au début de son article, les théories abstraites des juristes. Ce n'est pas une doctrine, c'est ce que le peuple sent dans sa vie même. C'est la vie du peuple elle-même. Et donc, à partir de ça, il se pose des questions qui sont vraiment, qui ont résisté longtemps dans l'historiographie juridique et aussi dans l'historiographie sociale, et qui, de quelque façon, résistent aussi aujourd'hui. Il se dit, qu'est-ce qu'est donc le droit? Le droit est tel, c'est-à-dire est un droit qui règle la vie du peuple, seulement lorsqu'il s'agit d'un droit ancien. Le droit qui n'est pas enraciné dans la coutume du peuple n'est pas un droit. Le droit, donc, en lui-même, n'est pas écrit, n'est pas posé. Le droit existe depuis toujours. Et le droit ancien prévale sur le droit nouveau. Donc, l'intervention
de l'État pour changer les règles de droit n'existe pas. Et d'autant moins n'existe l'intervention des juristes, donc l'imposition de nouvelles théories pour changer des situations anciennes de droit.